sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet sensible. On va parler des personnes handicapées, la scolarisation des personnes handicapées avec Michel Tessier qui a mené un combat fort en France en faveur des enfants handicapés afin de leur permettre d'être scolarisés. On va développer ce thème avec Michel Tessier. Restez avec nous, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, on va s'intéresser au sujet des enfants handicapés, à la scolarisation des enfants handicapés. Aujourd'hui avec Michel Tessier. Bonjour Michel. Bonjour Grégory. Alors vous êtes photographe, vous êtes écrivain et vous avez mené, ce que je disais il n'y a pas très longtemps, un fort combat en faveur de la scolarisation des enfants handicapés en France. Tout s'est déroulé en France. Oui, tout s'est déroulé en France parce que tout a basculé le jour de la naissance, bien sûr, de notre fils. C'est là où les choses dans la vie changent radicalement. Personne n'est prêt à ça, personne ne s'y attend. Dans les couples et dans les familles, c'est parfois un véritable traumatisme. Tellement un traumatisme qu'il faut bien dire, parce que c'est la réalité, que 80% des hommes s'en vont au bout d'un certain temps, s'ils n'ont pas eu d'autres enfants dans la famille. Donc beaucoup de femmes seules, beaucoup de précarité, beaucoup de difficultés, beaucoup de solitude, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur aussi, mais aussi, il faut bien le dire, beaucoup d'amour. On est en quelle année à ce moment-là quand votre fils est né? Mon fils est né en 1995, exactement. Il a aujourd'hui 23 ans. Et donc il a aujourd'hui 23 ans. À quel moment vous avez rencontré des difficultés par rapport à sa scolarisation? Dès le début de sa scolarisation, c'est-à-dire la maternelle, hein, dès la maternelle, les problèmes ont commencé. Ils l'ont même fait redoubler une maternelle, ce qu'on n'avait jamais vu. On peut expliquer la maladie Alors, c'est pas une maladie, on ne va pas parler de maladie, ce sont des troubles. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de personnes handicapées. Ça, c'est fondamental. Moi, j'ai fait beaucoup de sensibilisation dans ce sens-là, donc j'en profite pour le faire, encore une fois. Il n'y a pas de personnes handicapées. Il n'y a que des personnes qui souffrent de troubles qui handicapent.
Alors ça peut être un trouble autistique, ça peut être un trouble dû à la dyspraxie, tel est mon fils, ça peut être un trouble de la dyslexie. Il y a des enfants qui naissent avec une trisomie, ce qui est un trouble, ce qu'on appelle ici le syndrome Crohn. Et ce sont des troubles qui handicapent les personnes. Mais le mot personne handicapée n'existe pas, je dis en réalité. Puisque la liste des handicaps est profonde. En revanche, c'est parfois un sujet d'exclusion et parfois un sujet d'agression par rapport aux enfants dans les écoles ou ailleurs, quand on les traite d'handicapés, ou même plus tard, quand ils sont plus âgés. Il y a des mots qu'il faut proscrire, comme autiste ou handicapé ou mongol, sont des mots insupportables pour toute la communauté des personnes qui sont parents, proches, familiales ou eux-mêmes en situation de handicap. Alors on parlait d'un grand combat en faveur de la scolarisation des enfants handicapés. Ça s'est passé comment pour vous? Ça a commencé bien entendu quand le problème s'est posé pour mon fils, mon fils David. Et on avait beaucoup de mal à le scolariser. On a été obligé de le mettre dans une école privée à un moment. Et puis à un moment, il a fallu le sortir de l'école parce qu'on n'était pas du tout suivi. On essayait de le rentrer dans des classes spécialisées. On est passé de commission en commission. À l'époque, jusqu'à la loi quasiment de 2003, puis celle plus tard de 2005, vraiment la grande loi sur le handicap en France, qui s'appelle la loi d'égalité des chances, où il y a un recours. Jusqu'à ce moment-là, aucune famille n'avait de vrais recours légaux pour pouvoir se défendre. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu meilleure, mais à l'époque, c'était le grand désert et c'était le combat mené par les familles elles-mêmes et les associations. Alors, les associations n'avaient pas non plus le recours qu'ils ont aujourd'hui légal. Donc, le combat, ça a été de pouvoir simplement le mettre comme tous les enfants à l'école. On disait, Monsieur Tessier, votre fils, mettez-le dans un institut, il sera beaucoup mieux. Je dis non, moi je veux pas. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Pour moi, beaucoup mieux, ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup mieux. Pour moi, je voulais qu'il aille à l'école. Ça me paraissait évident que David allait à l'école. D'ailleurs, il était devant la fenêtre, il regardait les autres enfants passer dans la rue. On avait une école juste à côté de chez nous, avec leur cartable. Il ne comprenait pas pourquoi il n'y allait pas. Et c'était profondément triste de voir ça. Il a dû attendre l'âge de 8 ans avant d'être scolarisé. Ouais. Il a fait la maternelle, mais ça a duré 2 ans. Ils l'ont sorti, ils l'ont même fait doubler la maternelle, ce qui était hallucinant. Et après, on a tenté une école privée, ce qui a été aussi pas du tout une réussite, il faut bien le dire. Donc, arrive donc à son âge de 8 ans. Et là, passant de commission en commission et n'avançant pas, comme nous, comme des vingtaines de milliers d'autres enfants, on n'arrivait pas à le scolariser. Et j'écris à tout le monde, à l'époque à Jacques Chirac, qui était président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Santé, à tout le monde. Et je reçois des réponses très évasives de chefs de cabinet qui me renvoient aux uns aux autres en disant « oui, j'ai transmis votre lettre à l'Académie », ainsi de suite. Sauf, il faut bien le dire, et si vous me permettez de le dire, parce que c'est tout en son honneur, à l'époque du ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, en 2003, et qui 3 jours après cette lettre, quand il a reçu la lettre, nous a téléphoné par l'intermédiaire de son assistante en nous disant dans 15 jours, le ministre vous reçoit. Donc on ne connaissait absolument personne, il n'y a pas eu de piston ni rien. Cet homme, par son propre choix personnel, nous a reçus en très peu de temps parce qu'il partait chez le président de la République. On était tous les 3, mon épouse et moi, avec lui, et croyez-moi, c'est quelqu'un qui dégage un charisme très fort. Il a dit « je vais vous aider », et de là, il ne nous a pas lâchés, il a mis des gens avec nous pour nous aider à le scolariser en 2003, plus l'intervention de Michel Fitoussi, qui à l'époque était journaliste pour le magazine Elle, qui est au Grand Magazine de la Rentrée, qui est un magazine extrêmement important, extrêmement lu, a fait un éditorial en disant « David, 8 ans, n'est toujours pas scolarisé comme 17 000 enfants ». Et donc, tout ça a influencé, plus les rendez-vous que le ministre de l'époque, qui est devenu président entre-temps, nous a fait prendre, avec l'inspecteur d'académie, a permis qu'en 2003, David rentrait à l'école et nous nous retrouvions parents d'élèves avec le premier auxiliaire de vie scolaire, puisque la loi de 2003 est passée pour les auxiliaires de vie scolaire. Et donc, suite à cette loi, suite à cette scolarisation, vous vous êtes engagé forcément Tout à fait. Dans les associations? Oui.
Alors déjà, dès le départ, nous étions, dès qu'on a été inscrit à l'école, parce que vous savez qu'à l'époque, il faut être inscrit à l'école, on devient parent d'élève. Alors quand on devient parent d'élève, on a des droits et des devoirs, mais le droit aussi de faire partie d'associations de parents d'élèves. Donc la CPE ou la PEP. Voilà, il n'y en a pas 50 dans les écoles publiques, il y en a 2, CPE ou PEP. Nous étions plus proches de la PEP par des amis communs. Nous sommes rentrés à la PEP et pendant toute la primaire, c'est ma femme qui s'en est occupée, plus des associations puisqu'il était dyspraxique, comme Dyspraxique mais Fantastique, qui est une des premières associations des 10 sur la dyspraxie qui est sortie. Et ensuite, une fois qu'il a fini très bien d'ailleurs son primaire et qu'il est rentré au collège, j'ai pris la relève et je suis rentré, disons, plus dans le combat, parce qu'entre-temps, il y avait eu une idée de renvoyer les auxiliaires de vie scolaire après 2 ans de contrat, après 2 contrats, sous prétexte que s'ils les gardaient, ils seraient obligés de les titulariser, c'est-à-dire ça créait des fonctionnaires de plus. Ce qui fait qu'il y avait 35 000 enfants à peu près qui étaient avec des auxiliaires de vie scolaire, qui se retrouvaient du jour au lendemain sans auxiliaire, puisqu'un auxiliaire parfois s'occupait de 2 à 3 enfants. C'était pas, donc 35 000 enfants, c'est 35 000 familles, donc c'est presque 100 000 personnes qui se retrouvaient tout d'un coup avec des enfants jetés à la rue. Et les auxiliaires de vie scolaire, étant sous contrat, n'avaient même pas de chômage, n'avaient rien, se retrouvaient à la rue, obligés de trouver des postes complètement... Bon. Vous avez fait quoi donc à ce moment-là? À ce moment-là, je suis entré en politique, c'était en 2008, je suis entré en politique pour rapprocher des élus et pour continuer le combat au sein même, je suis entré à l'UMP, au sein même de l'UMP, et j'ai pu rencontrer aussi bien des élus importants comme Isabelle Debré, qui était sénatrice, ou d'autres élus, pour pouvoir, Roger Carucci, beaucoup de gens, Jean Sarkozy, qui est extrêmement impliqué dans le handicap, et qui est un militant contre le handicap, tout ce qui est personne fragile, comme son père, qui à l'époque est devenu président, qui lui-même, de loin, continuait on le tenait au courant de la situation, qui était toujours motivé à l'Élysée, où j'étais reçu plusieurs fois. Et ensuite, on a pu combattre, et j'ai créé, dans le cadre du département où j'étais, puisque c'était les Hauts-de-Seine, j'ai créé la délégation au handicap, et je suis devenu vice-président PEP. Donc au sein de la PEP. Au sein de la PEP. Je suis devenu vice-président PEP délégué au handicap pour le 92, puis ensuite pour l'académie, voilà, l'académie locale, et puis ensuite au niveau national, où j'ai créé la délégation handicap au niveau national, pour la PEP, pour les parents d'élèves, où là j'ai pu aller me battre réellement dans les ministères, auprès des ministres, où j'ai même tenu des séminaires pour les ministres sur l'accompagnement de vie scolaire. Et on a pu travailler ensemble. Et beaucoup de choses ont avancé grâce à ça, dans ce combat. J'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « L'itinéraire d'un amendement voté ». Justement, vous en parlez. Donc voilà. Toute cette histoire a été résumée au sein de votre Absolument. roman. C'est pas un roman, hein, c'est un livre. Oui, oui. Le roman, c'est un autre que j'ai écrit. L'itinéraire d'un amendement voté. Voilà, qu'on trouve sur Amazon. L'itinéraire d'un amendement voté, qui a été nommé au prix Edgar Faure, et qui relate totalement toute cette histoire, puisque ce combat que j'ai mené pour mon fils, j'ai souhaité le transcender quelque part et en faire un combat national qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près, avec cette loi qui est passée, cet amendement, qui a fait jurisprudence aujourd'hui, on a quand même aujourd'hui 285 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés, ce qui est une belle réussite, ce qui est insuffisant encore, bien entendu. Et je voulais dire d'ailleurs que ce combat, je ne l'ai pas mené seul, je l'ai mené avec bien sûr les politiques, mais aussi les associatifs. Et à l'époque, il y avait une personne de qui j'étais très proche, qui s'appelle Sophie Cluzel, qui était maman d'une jeune fille trisomique, une jeune fille maintenant, et qui est devenue depuis secrétaire d'État déléguée au handicap. C'est elle qui aujourd'hui est la ministre du handicap en France. Alors juste pour terminer rapidement sur le sujet, vous êtes installé aujourd'hui à Miami, en Floride. Vous gardez un œil forcément sur ce qui se passe en France. Constamment, je suis toujours vice-président d'SOS Autisme France. J'ai les associations que j'ai créées, c'est valorisation, intégration par l'événement. Bon, la PEP est n'ayant plus d'enfants scolarisés, évidemment, j'y suis plus. Enfin, j'ai toujours des amis, bien entendu. La Fédération des 10, beaucoup d'autres. Et puis, bien sûr, je garde un regard. Et puis, surtout, je souhaiterais intervenir ici sur les mêmes sujets, puisque ça a été une des raisons aussi pour laquelle je suis venu. Je dois dire que la bienveillance et l'accueil des personnes, particulièrement des enfants et particulièrement de mon fils et des familles en situation de handicap, en Floride, particulièrement à Miami, je ne suis pas encore allé trop ailleurs, parce qu'il y a peu de temps qu'on est arrivé, est remarquable. Et remarquable et totalement différente de celle qu'on peut avoir en France.
Alors vous restez avec nous, Michel, on va parler d'un autre sujet. Vous êtes également photographe, écrivain, donc ça on l'avait précisé déjà en première partie. On va continuer à en discuter parce que vous avez collaboré avec de grands noms du cinéma notamment. Vous restez avec nous, on revient juste après ça, on en parle juste après ça, ne bougez pas. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Michel Tessier. On a longuement évoqué en première partie le combat que vous avez mené en faveur de la scolarisation des enfants handicapés en France. Vous êtes toujours vice-président, c'est ça, de SOS Autisme. C'est ce qu'on disait avant la pause. Vous gardez un œil quand même sur ce qui se passe en France constamment, même si vous êtes installé aujourd'hui à Miami. Et donc dans cette deuxième partie, on s'intéresse à votre métier de photographe. Tout à fait. Vous avez eu un beau parcours dans la photographie également. Vous le poursuivez aujourd'hui à Miami. Oui. Donc avant de développer un petit peu les domaines dans lesquels vous travaillez ici sur le territoire floridien, on peut revenir un petit peu sur la carrière. Sur la grande époque quand vous avez travaillé dans le cinéma notamment. Alors oui, j'ai travaillé dans le cinéma. En fait, j'ai été assistant de Claude Lelouch, assistant à l'image de Claude Lelouch. J'ai vraiment connu dans les années... C'était avant le service militaire, donc ça devait être 69 à peu près, 68-69. Et ensuite, je suis parti faire mon service militaire, comme les jeunes Français de l'époque, au service cinématographique et photographique de l'armée. Donc ça, c'était un petit peu grâce à votre rencontre avec Claude Lelouch, c'est ça? Claude Lelouch, vous êtes resté longtemps assistant de... Presque 1 an, plus d'1 an et demi. Donc vous avez rencontré des grands noms du cinéma ou... Oui, j'ai rencontré des grands noms. Puisque les acteurs avec qui il a travaillé, plus ou moins. Et puis aussi, bien sûr, lui-même. C'est une personnalité exceptionnelle. Ça vous a apporté quoi, justement, d'être en contact avec lui? D'abord, ça a été une chance extraordinaire. Ça a été une rencontre tout à fait par hasard qui s'est passée à Deauville, comme ça. Donc, c'était quasiment un homme et une femme, quoi. On est rentré dans le même process, puisque j'ai rencontré quelqu'un qui était proche de lui et qui m'a présenté après à lui. Sa sœur, pour dire les choses comme elles sont. Et puis, ça a été un déclenchement formidable, parce que j'ai déjà été passionné de cinéma. Tout ce qui est image, de toute façon, me passionne complètement, je veux dire. Mais Claude a un regard sur les choses qui est quand même extrêmement particulier. Vous savez que d'abord, ce qui est intéressant quand on travaille avec lui, c'est que ce n'est pas vous qui tenez le cadre, c'est lui, toujours, qui est à la caméra.
il tient sa caméra et dans 95% des cas, il la tient à la main. Donc Ouais. ça veut dire qu'il faut courir derrière parce qu'il faut faire le point, il faut préparer, etc. Et même parfois, il lance le moteur, c'est-à-dire que le film commence alors que rien n'est prêt. Ah oui, Ah oui, il balance. qu'il reste encore des Il réglages reste à encore des faire. réglages à faire, des tas de choses à faire. Mais bon, il faut y aller, il faut y aller. Ça, c'était à l'époque. Il sortait d'un homme et une femme, il sortait de Vivre pour vivre, Mon temps, etc. Il était très exalté dans son et très connu et très célèbre dans son métier, mais toujours avec beaucoup d'amour. C'est quelqu'un avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour, et aussi bien pour les gens et de fidélité avec les gens avec qui il travaille. Beaucoup de fidélité. Pas facile, très exigeant, mais il a raison. La qualité est fondamentale. Il apprend, il enseigne l'exigence, il enseigne la qualité, mais il enseigne la fidélité aussi. Et l'amour de la chance extraordinaire que l'on a de pouvoir travailler dans des médias comme le cinéma ou la photo, bien entendu, c'est une chance exceptionnelle. Donc une belle année la partagée, ou la télévision, une belle année partagée donc avec Claude Un an et Lelouch, demi, oui, tout à fait. qui vous a permis de... Tout à fait. Vous avez gardé contact peut-être par la suite? Bien sûr. Et d'ailleurs, pour en revenir, c'est marrant parce qu'il y a un lien qui se passe comme ça. C'est qu'il y a quelques années, il a produit, il a acheté un film, dont le nom m'échappe, c'est dommage, mais c'est sur ces 3 jeunes handicapés qui décident, 3 jeunes en situation de handicap, même moi je le dis, qui décident de rencontrer des femmes, et qui apprennent qu'il y a des femmes qui peuvent les recevoir au fin fond de l'Espagne. Eux sont en Belgique. Il a acheté ce film, il l'a distribué. Il m'a demandé de m'occuper de la partie relations publiques. C'était il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai fait venir Roselyne Bachelot, qui était à l'époque ministre des Solidarités, et d'autres personnes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui lui rapproche énormément. Donc il y a eu un lien également Il y a encore toujours des liens, et il n'y a quand pas on très se longtemps. voit, bien entendu, de temps en temps, on se... Bien entendu, oui. Et à l'époque, ça vous a permis également Je vais de... toujours voir ces films en avant-première quand je suis à Paris. Vous gardez donc toujours contact. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça vous a permis également d'intégrer le cinéma des armées. Alors voilà. Donc c'est pas très connu pour tout le monde, finalement, le cinéma des armées. C'est assez hermétique. À l'époque, je vous parle, c'était dans les années 70, 69-70. Le cinéma des armées, à part la partie militaire, si vous voulez, la gestion militaire qui était donnée au matériel, l'armée de terre, était interarmes. Et on pouvait y aller si on avait réellement un talent particulier. Ouais. C'est un peu comme... Et donc, il fallait passer un examen. Ou alors, vous sortiez de l'IDEC, qui était la grande école de cinéma de l'époque, ou de Vaugirard, qui était la grande école de photo de l'époque. Et vous aviez, selon votre niveau, vous aviez une possibilité d'entrer face à votre service militaire. En général, c'était un choix avec l'école des officiers de réserve, avec les EOR. Donc, les gens préféraient soit rentrer, soit au cinéma des armées. Mais c'était quand même un milieu très fermé. Et c'était un milieu également qui est relié à la confidentielle défense, c'est-à-dire qu'il y a une véritable enquête qui est faite sur vos antécédents pour pouvoir participer à cette aventure. Et qu'est-ce qu'on y fait justement dans le cinéma des armées? Alors, ce qu'on y fait, on y filme des tas de situations. Ça peut être, il se crée, si vous voulez, ce sont des films d'instruction à la base, qui sont réservés à l'interne, sans compter les films d'archives quand il y a un conflit, ou quand aujourd'hui, par exemple, sur tous les terrains où l'armée française est engagée, vous avez des gens de l'ECPA qui sont là. Alors, je crois que c'est l'ECPA, c'est resté l'ECPA maintenant, pardon, qui sont là et qui viennent filmer l'action de l'armée française. Ou alors sur des films d'instruction. On a fait des films avec des parachutistes, on a fait des films avec un peloton de circulation routière. On a fait des films avec un engin enfouisseur de mines. On a fait des films. On a fait des films à l'île du Levant pour un départ à l'époque où il y avait encore des fusées qui partaient de l'île du Levant. Maintenant, je crois que la base n'envoie plus de fusées maintenant. Ensuite, on a fait des films sur le sous-marin. Des films dans un cockpit de Mirage. Voilà, ce sont des films d'instruction et en même temps de communication de l'armée française. Donc une belle carrière, de belles expériences. Aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans quel domaine ici à Miami? Vous avez arrêté les sous-marins, vous avez arrêté les Mirages? Oui. Quand j'ai cessé les sous-marins et les Mirages, après je suis rentré dans une agence de presse, une grande agence qui s'appelle Gamma, où je suis parti faire du terrain de guerre, disons, parce que je suis parti
sur la guerre de Kippour à un moment, parce que c'est tombé en 73. Et puis j'ai fait de l'événementiel, j'ai photographié des gens pour l'agence, des people, etc. Et ensuite, j'ai voulu faire de la mode. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai eu la chance de rencontrer les gens du studio de chez Philippe Aki. Et je suis rentré au studio Philippe Aki pour savoir, Philippe Aki, c'était le journal Lui, le Playboy français, c'était aussi Salut les copains, c'était le journal Photo, extraordinaire. Ouais. Enfin, plein d'autres magazines, plein de. Donc aujourd'hui, c'est la mode sur laquelle, c'est-à-dire qu'à Miami, les gens peuvent faire appel à vous pour. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Pour des couvertures, pour. Oui, et puis aussi, je souhaite exposer puisque j'ai des archives extraordinaires qui datent de toutes ces années-là. D'ailleurs, j'ai une grosse exposition qui aura lieu à Paris en novembre, au moment du mois de la photo, dans une grande galerie de Paris qui s'appelle la Galerie Gérard Lévy, qui est rue de Beaune. Et ici, je souhaite d'ailleurs trouver une galerie pour pouvoir faire un pendant et bien sûr exposer et vendre mes photos. Le message est passé. Et puis bien sûr, Michel, de réaliser les photos, prendre à louer un studio et avancer et faire des photos. Toujours dans la mode. Alors dans la mode, la beauté, mais je suis un photographe avant tout. Avant tout. Vous avez un site internet sur lequel on peut avoir plus d'informations? Alors aujourd'hui, si on le tape, il est en construction. Dans une semaine, il sera en place. Donc c'est très simple. C'est Michel Tessier en un mot.com. Tout noté. Merci beaucoup Michel d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Merci infiniment Grégory. Nous parler de votre combat en faveur de la scolarisation des enfants en situation de handicap, mais également nous parler de vos talents de photographe. Et puis bonne continuation pour la suite Michel. Merci beaucoup. À très bientôt. Reçu. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bon week-end et à lundi. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.